Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de la série La Guerre des Étoiles qu'on a consacré à la Ligue des Champions. Donc on a décidé de faire un gros épisode pour les huitièmes de finale retour qui va être chargé parce que c'est peu dire qu'on a eu des sacrés événements sur ces huitièmes de finale retour, déjà la semaine dernière et encore cette semaine. À l'heure où on enregistre ce podcast, le tirage au sort des quarts de finale n'a pas encore été effectué. Et donc voilà, ça dans les choses qu'on va dire, il y a évidemment pas mal de choses qu'il faudra moduler en fonction du tirage au sort pour la suite, mais on va déjà revenir sur les huitièmes de finale passés. Pour ça, on est deux, et avec moi il y a PA. Salut PA. Salut les guys! Voilà, donc on va revenir en priorité sur les cinq grosses affiches de ces huitièmes dans l'ordre chronologique. Ajax Amsterdam Real Madrid, PSG Manchester United, Juventus Atlético, Barcelone Lyon et enfin Bayern Liverpool. Et puis on dira un petit mot aussi rapidement à la fin sur les trois autres et sur la suite de la compète. On commence tout de suite avec le premier gros tremblement de terre de ces huitièmes de finale, l'élimination du triple champion en titre. C'est le Real Madrid, battu chez lui par l'Ajax Amsterdam, alors qu'il avait gagné 2-1 au match aller. Euh, je vais vous refaire rapidement le scénario du match. Paradoxalement, c'est les Madrilènes qui avaient mieux débuté la rencontre. Ils ont notamment une grosse occasion après seulement 5 minutes de jeu à peu près. Dans les premières minutes, c'est Raphaël Varane qui a la réception d'un centre venu de la droite, donc de la tête, allez on va dire à 6-7 mètres du but, qui voit sa tête se fracasser sur la transversale, donc gros tournant, puisque sur la première occasion de l'Ajax, ils ouvrent le score. Deuxième contre-attaque vers la 18e minute, c'est Tadic qui fait un festival au milieu de terrain, en particulier Casemiro qui a été humilié sur ce coup-là, avant de servir Neres qui arrive à se faufiler entre une défense, entre une charnière centrale du Real assez apathique, notamment Nacho, et qui arrive à battre Courtois ensuite. Voilà, donc déjà l'Ajax avait refait son retard à la mi-temps et même mieux que ça puisqu'il menait déjà 2-0 assez rapidement. Encore Tadic qui marque un but somptueux de l'extérieur de la surface à l'heure de jeu. Asensio répond un peu, c'est d'ailleurs assez intéressant que ce soit Asensio qui marque le but du Real puisqu'il était sur le banc, etc., qu'il est un peu boudé par Solari. 3-1. Donc là, on se dit, ah, pourquoi pas, il leur reste plus que deux buts à mettre. Et en fait, 2 minutes après, on a une merveille de coup franc de la Schöne, complètement excentré, qui nous rappelle un certain Juninho contre le Barça il y a quelques années. Il envoie une frappe sublime, petit filet opposé, avec un Thibaut Bon, Courtois. quand même, Courtois peut avoir quand même Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Thibaut Courtois, pas exempt de tout reproche. Il s'est avancé. Je sais pas trop. Son placement est un peu délicat. Et voilà, au final, mais il faut quand même souligner la frappe et ça fait 4-1 et Ah oui, voilà, oui. une soirée où tout a réussi à l'Ajax. Et donc, Faut souligner les couilles de tenter ça, quoi. Ouais, oui, tu joues le Real Madrid en de finale et tu tentes un coup franc comme ça. Ah, ça, c'est couillu aussi, c'est beau aussi, quoi. oui, bah voilà. En tout cas, belle victoire là de l'Ajax. Vraiment une grosse prestation de cette équipe qui est pleine de bons joueurs, mais qui sont pas forcément, qui sont jeunes quoi, qu'on n'attendait pas à ce Mm. niveau-là en termes de maturité. Les De Jong, les De Ligt notamment, Neres, etc. Qu'on n'attendait pas capables d'aller faire ce genre de prestations à Bernabeu en plus à l'extérieur, mais ils étaient dans un espèce d'état de grâce. Voilà, ce genre de soirée, ça arrive où tout vous réussit, quoi. Ah bah oui, oui, c'est... Tadic a eu un 10 sur 10 sur l'équipe. Alors, des fois, il se trompe dans les notes, mais quand même, on peut souligner que c'est très rare d'avoir des 10 sur 10 dans l'équipe. Tadic a eu 10 sur 10 dans l'équipe, c'est quand même
assez exceptionnel pour Oui, être non, souligné, je pense. c'est quand même mérité. Enfin, voilà, le Ah oui, 10, il est ah symbolique, oui, mais pour avoir vu le match, il a fait une prestation extraordinaire. Et en plus, c'est un oui. joueur, ça m'amuse parce que voilà, je suis un petit peu Southampton en championnat anglais, donc c'est un joueur que je connaissais bien pour l'avoir vu évoluer à Southampton. Et, euh, et, et, jamais je l'attendais à ce niveau-là, quoi. C'était un bon joueur de première ligue, mais c'était pas la star de l'équipe. Et il a 30 ans et connaître ce jour de gloire-là à Bernabeu à 30 ans, c'est assez exceptionnel pour être souligné. Donc voilà, comme Ah je le oui, oui, non, disais, tout leur a réussi ce soir-là, quoi. totalement d'accord. Il met un but magnifique, il fait une passe décisive aussi somptueuse. Non, non, franchement, c'est mérité. Un super match, il a supporté. Et le recrutement de l'Ajax, quand même, est intéressant par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et ils vont chercher Tadic, c'était, qui est un bon joueur de première ligue, quand même, et qui peut apporter de l'expérience et tout. Et mine de rien, il a quand même bien motivé cette équipe. Et tu vois, je suis pas étonné qu'il soit en huitième de finale de Ligue des Champions. Et même, après, c'est un exploit quand même qu'ils aient battu le Real de Madrid, mais je suis pas étonné que régulièrement, on revoit l'Ajax de plus en plus au haut niveau en Europe. Ça Alors faisait ça, peut-être quelques après, années. j'ai mes des doutes parce que quand même, ils vont vite voir leur équipe se vider. Alors est-ce qu'ils vont être capables de reconstruire Ah oui, Je sais pas, ça on c'est avait sûr aussi eu que. une période où par exemple le Shakhtar Donetsk ou Benfica ou Porto faisaient des grosses saisons, ils allaient loin et puis bah, l'année d'après on les voyait plus parce que l'été ils avaient perdu tous leurs joueurs. Ça peut arriver aussi, hein. Bah, c'est le problème des entre guillemets petits budgets et petits. On l'a vu avec Monaco. Enfin, quand t'es pas un grand d'Europe et que tu fais une percée en Ligue des Champions, et ben après on décide tous tes joueurs et tu t'as plus rien derrière quoi. Donc Ouais. Monaco c'est différent, mais ils ont les thunes. Mais en tout cas Monaco ils sont allés en demi-finale. Ils ont perdu tous leurs joueurs la saison d'après, ils ont rien fait. Mm. Donc ça risque de faire pareil avec l'Ajax. Ouais, Dortmund c'est un Euh, exemple de ça aussi, effectivement. C'est la politique des clubs qui veut ça. On va passer, c'est là on va parler maintenant du Real parce que mine de rien, ok, on l'a dit, très belle prestation de l'Ajax, impressionnant, tout ça. Mais enfin, en face, c'était le triple tenant du titre. En plus, ils avaient l'avance, la petite marge qu'ils avaient pris à l'aller. Et là, ça a été catastrophique. Il y a pas honnêtement, il n'y a pas un joueur du Real qui a évolué à son niveau sur ce match-là. J'ai beau en chercher, il n'y en a franchement pas un seul. On a eu un Casemiro, mais alors fantomatique. Comme je l'ai dit, il a été humilié par Tadic sur le deuxième but, et puis il a été absent du match complètement. Gareth Bale, il a joué en marchant. Il commence aussi à cristalliser les tensions du côté du Real. Je sais pas s'il va rester longtemps. Euh, Oh là là, vraiment, à part les 20 premières minutes où, comme je l'ai dit, ils méritent pas du tout d'être menés 2-0 au bout de 20 minutes, ça reflète pas le match. Mais alors après, une fois qu'ils étaient menés 2-0, on n'a eu aucune réaction de cette équipe. Ils ont complètement coulé, quoi. non vraiment c'est spécial c'est quand même exceptionnel que le Real fasse une performance aussi piètre de piètre qualité comme les. Enfin, je veux dire que tous les joueurs quand tous les joueurs comme ça sont pas en phase et sont pas bons sur un match, même les plus grandes équipes peuvent être battues quoi. Mm. Et c'est vrai que sur ce match-là, ouais, tu parles de Casemiro, mais il y a Luka Modric aussi. Enfin, depuis qu'il a son ballon d'or, il est content, il l'a acquis, il montre plus grand-chose, hein, parce que le Real, si à la rigueur, le Real faisait la saison de sa vie en Liga par exemple, et était époustouflant sur tous les autres matchs d'avant, on pourrait se dire, ça arrive de faire un non. Ok. Mais alors là, le Real a perdu la Liga. Le Real, je sais, j'ai pas su, mais il venait de prendre avant, il venait de perdre 3 classicos en 15 jours, et là il perd contre l'Ajax. Ouais, le Real a vraiment une de ses pires saisons depuis peut-être 5-6 ans. Ils vont batailler pour finir deuxième. Ils se font Ouais, éliminer en huitième. ouais, ils seront plus probablement troisième que deuxième d'ailleurs, ce qui a C'est coûté ça, sa ouais. place à Santiago Solari d'ailleurs, remplacé par Zinedine Zidane. On va parler maintenant un peu d'avenir parce que dire d'autre sur le Real, vu que la saison est complètement ratée, que le départ de Ronaldo
leur coûte très très cher parce qu'il n'y a plus un seul joueur qui est capable de mettre des buts, j'ai l'impression. Hein. C'est méchant pour Benzema. Benzema fait pas une si mauvaise saison que ça, mais Ah euh, non, Benzema, mais la saison qu'on attend, c'est pas, c'est, Benzema, ça remplace. on connaît aussi son profil. Benzema, c'est pas un pur buteur. Voilà, c'est pas lui qui peut combler les 50 buts par saison que mettait Ronaldo. Voilà. Exactement. Comme je l'ai dit, Bale fantomatique, Vinicius très très prometteur. Je pense qu'ils tiennent quand même une sacrée pépite avec Vinicius, mais un peu à l'image de Dembélé, c'est un jeune joueur qui est pas bon dans la finition. Donc voilà, Isco, Asensio, bah, zéro progression sur cette saison, donc il paye beaucoup le départ de Ronaldo et puis aussi suite Zidane parce qu'ils ont complètement perdu tout l'équilibre de l'équipe, qu'ils n'ont jamais su reconstruire. Donc voilà, maintenant Zidane revient. What's up? Quelle est la suite? What's next? Eh ben, what's next? On annonce 500 millions de transferts, de budget de transfert, sans compter les départs qu'il y aura forcément. Aujourd'hui, Eder Militao a signé, donc dans le même genre que Vinicius, un vrai pépite, je pense, très très prometteur à Porto. Il fera une super doublure à Varane et Ramos en défenseur central, à Carvajal en défenseur droit. Et d'ici 3-4 ans, ce sera l'avenir du Real Madrid, j'en doute même pas. Il assurera la transition, le poste Ramos sans aucun problème. Donc, bonne pépite, déjà 50 millions de. Tout le monde annonce Hazard. Moi, je pense que Hazard va signer. Franchement, il a un pied et quatre pieds. Zidane le veut, tout le monde l'annonce là-bas. L'année dernière, il annonçait que le Real Madrid c'était un club qui le faisait rêver et qu'il aurait vraiment joué au Real Madrid dans sa carrière. Que demande le peuple? Il est en fin de contrat l'année prochaine. C'est absolument certain qu'il ne prolongera pas à Chelsea. Il a déjà vécu beaucoup de choses à Chelsea. Il a envie d'avoir autre chose. C'est logique pour un joueur de sa trempe. Bah, Donc moi, le seul frein, c'est l'interdiction de recrutement de Chelsea, quoi. Ça, c'est ça. c'est quand même le frein à son transfert, parce que mine de rien, il faut pas oublier que Chelsea va pas pouvoir le remplacer. Est-ce qu'ils peuvent se Bah, de toute permettre de le façon, lâcher? généralement, les clubs, quand ils sont interdits 1 mois ou 2 ans, bah, c'est 2 saisons où ils mettent, qu'ils mettent un peu parenthèse, quoi. On sait qu'ils gagneront rien. Chelsea, ils ont été interdits de recrutement. Enfin, non, si. En tout cas, d'autres ont été interdits de recrutement avant et ils ont mis ces saisons entre parenthèses. Chelsea devra faire pareil. Quand tu auras 150 millions sur la table pour Hazard, enfin, qui dit non à ça, sachant que l'année d'après, tu as zéro, mais même si tu peux pas le remplacer, 150 millions, ça reste les entreprises, les clubs de foot avant Oui, tout. après, il faut voir aussi combien le Real met dessus. Tu parles de 150 millions, ça peut être 100 millions. Est-ce que, voilà, il faut voir le prix qu'ils mettent dessus, hein. Oui, oui. Toi, mais je ne serais pas étonné qu'ils mettent. Je pense pas que c'est une question de moyens pour le Real. Oui, Et oui, oui, si ils ont pas beaucoup recruté dans les dernières saisons, c'est ce qui va leur permettre maintenant de se lâcher. Donc voilà, en gros, on va pas se mentir, cet été, si tout va bien, ça devrait être grand chamboulement dans l'effectif du Real, et c'est aussi pour ça qu'il fallait faire revenir Zidane et pas Mourinho comme on l'a entendu sur certaines rumeurs. Heureusement que Florentino Pérez a réussi à convaincre Zidane de revenir et n'a pas dû se rabattre sur Mourinho, parce que je peux vous dire que c'était pas la même avec Mourinho, indépendamment de l'entraîneur, hein. Simplement pour la relation qu'il a avec les joueurs. Si Hum, Mourinho revient, je suis persuadé que Ramos s'en va parce qu'il a de très mauvaises relations avec Mourinho. Si Mourinho revient, je suis persuadé que Hazard ne signe pas au Real parce que Hazard a quitté Chelsea avec Mourinho en très mauvais termes, etc., etc. C'est valable pour plein de joueurs. Mourinho, maintenant, c'est quelqu'un qui fait fuir plus qu'il n'attire, Ah oui, oui, je au pense qu'il contraire de est. Zidane, qui est un aimant à joueur et qui avait failli faire venir Mbappé quand il était au Real, on s'en souvient. Honnêtement, je pense que ce cataclysme qu'a vécu le Real va leur être bénéfique parce qu'ils vont pouvoir reconstruire cet été. Oui, oui, bah, c'est sûr, hein. C'est sûr que. Ils se sont souvent dans. On a rarement vu des clubs hein, pendant 35 ans, ou je veux dire, 35 ans, c'est peut-être exagéré, mais qui pendant une grande période, ont dominé absolument tout le temps. De Ouais, l'ère moderne, en tout cas.
Ils ont eu un trou, tout simplement, en fait, le Real, après la période des Galactiques de Zidane, Beckham, Figo, etc. Vers 2006, 2008, encore 2009, 2010, disons. Et puis quand Florentino Pérez est revenu et qu'il a bâti cette fameuse équipe avec Ronaldo, Kaká à l'époque aussi, Benzema, j'en oublie beaucoup. C'est redevenu une grosse équipe. Bon, ben voilà. Ils ont connu la fin de cycle. Ça y est, elle est arrivée, la fin de cycle. Maintenant, ils vont Ah oui, pouvoir bah, avec repartir. Ronaldo, quand tu perds Ronaldo, tu pas, c'est sûr que tu as une fin de cycle. Donc là, ça aurait été une surprise qu'on les voit encore en finale ou aller loin en Ligue des Champions cette année, parce que quand même, le recrutement qu'ils ont fait pour pallier le départ d'un des meilleurs joueurs du monde, c'était quand même pas ça. Donc on n'est pas étonné. Et en soi, je pense que c'est bénéfique qu'ils se prennent une claque comme ça ils peuvent vraiment se dire on repart tout à zéro et voilà. Allez, il faut qu'on enchaîne par rapport au timing. On va pas trop déborder. On va passer sur le deuxième naufrage de la semaine dernière. Là, j'ai plus les mots. Catastrophe, cataclysme, débâcle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Paris-Manchester. Paris qui va gagner 2-0 à Old Trafford. Dans notre premier podcast sur cette Ligue des Champions, on les a encensés. On a dit du bien de tout le monde. Ils ont fait un super match là-bas. Ils pouvaient pas perdre, enfin c'était pas possible. C'est encore une fois comme contre Barcelone il y a 2 ans, il y avait absolument 0% d'équipes dans le passé qui se sont fait éliminer après avoir été gagné 2-0 à l'extérieur. Donc encore une fois, Paris perd alors que, enfin crée la jurisprudence. Voilà, c'est de nouveau les premiers à se faire sortir de cette façon-là. Je sais plus quoi dire. Pour moi, elle est pire que celle de Barcelone. Ah oui, c'est certain. Pour moi, à domicile, comme ça. Donc à Barcelone, on était quand même au Camp Nou. Donc on connaît l'efficacité de Barcelone chez eux. C'était quand même Barcelone. C'était un des plus grands joueurs. Messi, c'était une des plus grandes équipes du monde. Alors là, les gars, ils ont joué contre l'équipe de Youth de United. Il y a un mec, il était tellement pas connu, il a dû faire floquer son maillot dans la boutique du PSG. Vraiment. Et le PSG, c'est jeune, là. Et en plus, c'est pas comme si Manchester a, enfin, je veux dire, mérité sur le match. Sur le match, Manchester ne mérite pas de passer. Oui, on va reparler un peu Et du match, t'as raison, on va parler un peu du match. Manchester n'a fait que défendre. Et c'est ça. encore. Manchester a même pas fait défendre. Manchester a subi tout le match, a pas existé. Et c'est une faute professionnelle de pas plier le match. Je veux dire, on en parlera plus tard. Lyon a été mauvais hier, ils en ont Paris doit en mettre 5 à Manchester comme ça à domicile. Bah après, ils ont pas eu les occasions non plus, hein. Tu dis, ils doivent en mettre 5, mais on peut pas, si ils en mettent pas 5, c'est pas parce qu'ils ont raté tant d'occasions que ça. Ils en ont raté quelques-unes. Bon, d'accord. Je pense à Mbappé, à 5 minutes de la fin, qui croque son face-à-face devant Derrea. Là, on sentait que c'était l'occasion du match et que malheureusement, ils pouvaient finir par payer ce genre d'occasion ratée. Mais Alors, plus loin que ça, ils ont pas joué, en fait. Ils ont pas joué. J'entendais Kimpembe là dans son fameux discours, sa petite vidéo drama sur YouTube en noir et blanc, qui nous dit on les a pris à la légère, on avait, on était trop confiants. Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux te regarder? Enfin, je veux dire, c'est un scandale. Les gars, ah vous non, mais avez oui. été éliminés il y a 2 ans de la même manière. Comment? Mais en plus, ce que j'ai envie de dire, plus que les joueurs, on a senti que c'était toute la France qui l'a pris à la légère ce match. On pensait tous que Paris était déjà qualifié quand on a vu l'équipe de Après, tu United vois, qui s'est présentée à Paris. Ils avaient 11 joueurs qu'ils ont réussi à aligner un peu à l'arrache, hein, c'est les 11 qui restaient. Quand tu vois qu'il y a Fred et McTominay qui sont titulaires, tu dis ok, ils n'ont pas joué de la saison. Alors là, je suis en train en direct, là, je vais quand même chercher les noms qui étaient sur le banc, là, qu'on se rende compte un peu de contre qui Paris a perdu. bon, après, Je trouve la- 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 Marcos Roro qui est un joueur professionnel en effet, qui était sur le banc. Diogo Dalot qui n'a que très peu d'expérience, qui a été recruté de Porto cet été, bon joueur mais très très jeune. Je vois Garner, Chong, Gomez, Greenwood.
S'il y en a un si quelqu'un en connaît un des quatre là que je viens de citer, qui commente la vidéo là, qui nous appelle, qui nous envoie un message, un truc. Franchement, qu'est-ce que c'est que cette équipe contre qui ils ont perdu, quoi? Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais la seule excuse qu'on peut leur donner, entre guillemets, et c'est pas une excuse, mais le seul petit truc, moi, tu vois, c'est comment les médias ont préparé ce match. C'est psychologique un peu, que on te dit, ils t'ont tellement dit la remontada, la remontada, ou attention à la remontada. Paris est tellement embêté avec cette remontada, c'était il y a 2 ans, qu'au bout d'un moment, ça arrive, tu vois. Enfin, je veux dire, on te dit tellement, je vais rater, 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 car au bout d'un moment, même si tu as tout pour réussir, et ben tu rates. Je veux dire, c'est psychologique dans la tête des joueurs aussi, qui se disent bah, que ça peut nous arriver, enfin que ça va nous arriver. Mais tu sais quoi, Et le public j'ai- aussi. J'avais parlé dans le podcast qu'on avait fait sur le match aller de l'importance du public. Que quand on était à Old Trafford, il y avait le parquage visiteur, je sais pas combien ils étaient, 1000, 2000 probablement, qu'on entendait mais 10 fois plus fort que les supporters de Manchester United. J'avais trouvé ça génial. Et au Parc des Princes, alors je sais pas si ça vient de la position des micros, etc. Je sais pas comment c'est fait ça dans le stade de Paris, hein. Mais c'était un cimetière. Cette grinta qu'on avait entendue à Manchester, on n'entendait plus dans les tribunes, hein. Au bout du premier but, tout le monde flippait. Non, 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 je suis d'accord avec Et toi. les ultras, ils ont flippé avec les autres. Et en fait, la dimension mentale dans le football, elle est énorme. Ah oui, Ils ont eu peur avec leurs supporters. Si les tribunes transmettent ce message de peur aux joueurs, il y a pas de miracle. Ils vont se faire dessus, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et il faut parler quand même. Là, on a parlé du psychologique. Si on veut parler du footballistique, les 3 buts, c'est des cadeaux. C'est pas possible à ce niveau-là. Ce que fait Kerrer sur le premier but, là où il donne une passe à Lukaku, j'ai jamais vu ça. Mais en plus de lui, il faut aussi dire que Thiago Silva, il s'est pas spécialement bougé le cul sur l'occasion. En fait, c'était la situation inverse du match aller, c'est que bah, Thiago Silva, il avait pas la grinta, et c'est Lukaku qui avait la mm, grinta. C'était exactement l'inverse au match aller, c'est le genre de duel que Paris aurait gagné, bah là ils l'ont perdu. Le deuxième but, Gigi Buffon, mon Dieu, quel symbole Gigi Buffon. C'est lui qui a été, c'était la recrue phare de l'intersaison. Il a été là pour que Paris cap, on l'a fait venir là pour que Paris passe ce cap des huitièmes de finale parce que ils avaient un problème psychologique. Ben on a pris un leader de vestiaire, on a pris un mec qui gueule sur le terrain et qui doit être irréprochable sur ce genre de match. Et ben c'est lui qui fait couler le PSG et ça, chapeau. ouais, non, non, c'est une Voilà. catastrophe. Bah voilà, je pense enfin c'est sûr, aucun de nous quand on en avait parlé il y a 2 semaines n'imaginait ce scénario. Voilà, il est arrivé, il va falloir que Paris en tire les leçons. Encore une fois, toujours les mêmes constats d'année en année. On ne sait plus quoi dire. Et bah voilà, rendez-vous l'année prochaine en huitième de finale de nouveau. Et puis, ben, en attendant, Manchester United, qui mérite mais tellement pas de se qualifier. Franchement, ça me fait mal au cœur de voir cette équipe en quart de finale, tellement ils ont rien montré. Sur le match retour, ils avaient même pas d'envie. Ils étaient à 2-1, il leur manquait plus qu'un but. Et c'est un miracle qu'ils l'aient obtenu parce qu'ils ont vraiment rien fait pour l'obtenir, quoi. Ils ont juste attendu. Et Paris leur a donné le Ah bâton oui, pour se non, faire non. battre. Et voilà, c'est triste, mais c'est le football. On va enchaîner parce qu'encore une fois, Ouais. on est quand même pressé par le temps, on a beaucoup de choses à dire. Encore un huitième de finale très spectaculaire, encore une remontada qui se dit rimonta en italien. C'est la Juve qui s'est imposée chez elle dans une ambiance là, au contraire du parc, une ambiance complètement dingue et un Ronaldo de gala. Et ils étaient Ah, menés 2-0, ils ont commencé le match, ils avaient 2 buts de retard, bah, ils ont gagné 3-0, un triplé de Ronaldo, qu'est-ce que vous voulez dire? il l'avait annoncé, il l'a fait, hein. C'est très fort, hein. Sur Ronaldo, hein. Lui, lui, dans les grands matchs, il a très rarement répondu à côté, quoi.
Surtout qu'en Donc, plus, on disait que, tu sais, il a marqué un but en 6 matchs ouais, c'est ça, de voilà. Champions League, il me semble, hein, avant le match de cette semaine, un but en 6 matchs. Tous les gens commençaient à dire, ah, tiens, Ronaldo, il n'a pas apporté Ça, grand-chose cette année. Au match aller à l'Atlético, on l'a pas vu, il a été muselé par la défense, tiens. Et qu'est-ce qui se passe? Il Ronaldo vieillit? Infinite, les deux. Bah non, il est là, Ronaldo. Il met ce triplé. Moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est le deuxième but. C'est le deuxième but parce que ça vient d'un centre où il n'est pas lancé autant sur le premier but. Déjà, il est en vis-à-vis avec Juan Fran. On va reparler de l'Atlético, mais c'était catastrophique, Juan Fran, sur ce match. Et puis il vient lancer, il vient derrière lui, le défenseur le voit pas, il met cette tête à 6 mètres des buts. Je dis pas que c'est un but facile à mettre, hein, mais voilà. Mais alors, le deuxième but, il est en détente sèche entre Jiménez et Godin, il me semble, hein, entre les deux Uruguayens, si je dis pas de bêtises. Il est en détente sèche et il va plus haut qu'eux et il t'envoie un boulet de canon, le pauvre Black, il sort une parade de folie, malheureusement, il sort le ballon derrière la ligne. Bah, c'est pas payé parce que c'était un bel arrêt, mais alors quelle tête et comment il monte si haut. Ce type a 34 ans et il saute, mais oh là là, qu'est-ce que... impressionnant. Non, c'est vrai que si on peut comparer une chose que Ronaldo est 100% meilleur, 100% meilleur que Messi, c'est le jeu de tête. Ça, il y a même pas de comparaison. Euh, mais c'est vrai que le jeu de Messi est parfois sous-coté, mais c'est quand même incroyable ce qu'il est capable de faire en timing. Il a une détente sèche. Je pense que ça doit être une des meilleures du foot actuellement, hein. Et franchement, à son âge encore, il est capable de faire des choses incroyables. Et ouais. Et je veux dire, je m'attendais, je m'y attendais tellement, quoi. Je pense que les sites de paris en ligne ont 3-0 en paris annoncé. Ils n'ont pas dû, ils ont pas dû, ils ont pas dû comprendre. Mais on peut s'y attendre avec Ronaldo et Ouais, il mais a dû c'était s'attendre avec beaucoup. oui, on peut s'y attendre, mais quand même, c'était l'Atlético en face, quoi. T'as Godin Jiménez en défense, t'as Oblak dans les buts. C'est C'est l'équipe de la défense du Simeone, championnat. c'est une des équipes qui défend le mieux en Europe. Ah oui, Il c'est fallait le faire. la meilleure de Liga. Et ça faisait 5 matchs qu'ils n'avaient pas pris de but, je crois. 3 buts Ouais, sur confondus. j'ai plus les stats en tête, mais des stats sur la défense de l'Atlético, je peux vous dire que il y en a énormément. Ils ont des Mais par c'est un contre, truc de fou. C'est un truc de fou, la défense de l'Atlético. Et c'est pour ça que, voilà, moi, je vais être honnête, je les voyais aller très loin dans cette Champions League qui était ouverte cette année. Je me suis dit qu'en gagnant 2-0 chez eux, ils avaient quand même fait une bonne partie du chemin. Comme c'est la dernière année de Godin, que la finale est chez eux. Voilà, je me suis dit là c'est la bonne année pour l'Atlético et malheureusement pour eux, ils tombent encore sur Ronaldo une année de plus, ils doivent en avoir marre. Chaque année c'est Ronaldo qui les ouais. assassine quoi. Eh ben non, ouais voilà, Mais on parle de match, mais l'Atlético l'a perdu aussi pour moi, hein. Je oui veux dire, voilà. ils ont pas joué du match. Ils n'ont pas joué. Non c'est Alors, clair. ils défendent bas, c'est leur jeu, ils défendent. Non mais Ils quand étaient à même. 11 hein. Dans les 30 derniers mètres, ils étaient vraiment à 11 derrière. Même Griezmann et Morata, c'était un 4-4-2 à plat. Et Griezmann et Morata, les deux de devant, étaient à 30 mètres de leur but. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils ont fait que défendre. À un moment donné, quand tu prends un but, enfin, je veux dire, à 0-0, à 1-0, à 2-0, et le foot, c'est défendre aussi. Eux, à être à ce niveau, on défend beaucoup. Ça n'a jamais été une grande équipe d'attaque, Chico. Mais quand même, déjà, qu'est-ce que c'est moche à regarder à plein d'autres équipes. Ah, franchement, c'est pas un bus qu'ils mettent, c'est autre chose, Bah quoi. surtout Alors, sur en ce défense, match-là, surtout sur ce match-là. Après voilà, il y a le contexte qui fait que forcément t'as gagné 2-0 à l'aller, tu viens pas pour attaquer. Mais même sur les contre-attaques, ils les ont mal joués. Il y a jamais eu ah oui, ce voilà, même Griezmann est passé à côté. À sa décharge, il a eu
énormément de travail défensif à faire, c'est valable pour toute l'équipe. On joue tous les deux au foot, on sait ce que c'est. L'énergie que tu passes, que tu mets dans la défense, elle est considérable sur un match comme ça. C'est sûr. Forcément que Mais cette énergie moi, que tu as dépensée, je trouve ça- tu la perds de l'autre côté du terrain, c'est clair. on peut, on peut difficilement juger des individualités là-dessus. Je veux dire, Morata, Griezmann, ils ont eu 2 ballons à se mettre tout là-dedans. Ils ont peut-être pas forcément bien négocié. Mais après, la Juventus était très solide derrière. Ils les pressaient très très haut dès qu'ils avaient le ballon. Mais le peu de choix qu'ils ont eu, qu'ils auraient pu faire correctement, et c'était compliqué, quoi. Après, moi, par rapport à ce match, j'ai trouvé aussi l'arbitrage très, très, très dans le genre à laisser jouer. Il y a eu beaucoup, beaucoup de contacts qui, par exemple, avec un autre, aurait pu être sifflé, hein. On va On parler parle de de ce l'arbitrage maintenant que tu viens. Il y a cette fin de match quand même penalty. qui est litigieuse. Et voilà, les supporters de l'Atlético, je pense qu'ils doivent encore l'avoir en travers de la gorge quand même, parce que même si on remet pas du tout en cause la supériorité de la Juve sur ce match, on ne dit pas que la Juve ne mérite pas de passer, mais le troisième but, il le concède sur penalty. Une faute sur Bernardeschi. C'est André Correa qui court derrière. Alors on est tous les deux d'accord pour dire que c'est une erreur de courir, continuer à courir derrière. Il peut de toute façon pas lui reprendre la balle. Arrête-toi, ne fais pas faute, quoi. Mais quand on regarde les images, ce que l'arbitre d'ailleurs n'est pas allé faire, je dis ça comme ça, on a quand même l'impression qu'il n'y a pas de contact, ou alors vraiment un contact infime, et que c'est l'attaquant de la Juve qui se crochette lui-même, ses deux jambes se touchent et il tombe. Penalty. Ensuite, dans le temps additionnel, il y a Chiellini qui nous fait une Chiellini, une belle obstruction des familles à l'italienne, dans la surface. Je crois que c'est sur Correa d'ailleurs aussi, si je dis pas de bêtises. Et Oui. on siffle rien, et encore une fois, on va même pas voir l'écran. Voilà, ça fait 3-0. Et oui, mais les amis, vous avez mis la VAR. Pourquoi vous l'utilisez pas dans des conditions comme ça? Moi, c'est la question que je me pose. Que l'arbitre prenne une décision, voilà. Moi, je pense que il y a au moins un des deux penalties sur lequel il a tort, si c'est pas les deux. Maintenant, c'est mon avis personnel. Si on m'explique que il voit ça différemment et qu'il est allé voir l'écran, je dis ok. Si on me dit non, il était sûr de lui, il n'a pas pris la peine d'aller voir, et les Gugus dans le car, ils l'ont même pas appelé, bah, j'ai envie de vous dire les gars, Oui, non, mais pour moi, cette VAR, elle doit être. C'est une bonne chose, mais elle doit être encadrée d'une manière différente. Pour moi, tu vois, l'arbitre, il devrait à chaque fois aller voir la vidéo. Je veux dire, dès qu'on l'appelle, moi, je suis pour à ce qu'on siffle et qu'on revienne sur la décision, plutôt qu'on siffle pas et ce genre de choses. Mais je veux dire, l'arbitre central devrait vérifier à chaque fois. Ouais, mais en fait, Par c'est ça, exemple, ça dépend de l'arbitre et de ce qu'il a envie de faire sur le coup. Je veux dire, Monsieur Skomina sur Manchester PSG, maintenant qu'on parle d'arbitrage, il s'est pas gêné pour aller voir la vidéo et siffler une main sur des images ralenties dans les arrêts de jeu, etc. Alors encore une fois, je peux comprendre l'argumentation qui dit que Kimpembe était assez loin de la balle pour pouvoir éviter de mettre la main. Je peux comprendre ça. Mais voilà, lui, il n'a pas hésité, hein, et pourtant, c'était pas flagrant, flagrant. Ben alors voilà. mais ce qui est bien, c'est qu'il est allé propre et, et au moins il avait toutes les infos, lui, en sa possession, pour prendre sa décision. C'est ça la VAR que ça doit faire. Ça doit apporter des informations supplémentaires à l'arbitre. Et alors, soit tu fais comme au rugby, où tu mets pas du tout la possibilité que l'arbitre centre et a une confiance totale en son arbitre et, et peut à la rigueur voir l'écran, ou tu fais comme au foot, et dans ce cas-là, tu vas vérifier plus souvent. C'est pas possible, par exemple, que à la 80, que le penalty de Suarez, l'arbitre, on en parle tout à l'heure, que l'arbitre il a pas vérifié. Je veux dire, quand on a sur des matchs aussi importants comme ça,
c'est à l'arbitre central de se faire sa propre idée. Et c'est lui qui a été désigné pour ça. C'est lui qui va assumer toutes les responsabilités derrière. Hein. Le gars de la VAR, il s'appelait comment hier? On ne sait pas son nom. Hein. Il pouvait s'appeler Jean-Michel ou Jean-Luc, on s'en battra les couilles. Hein. Par contre, l'arbitre d'hier, qui a été nul, on s'en rappellera. Hein. Donc c'est à lui d'assumer jusqu'au bout et d'aller voir les vidéos. Et ça devrait être obligatoire. Une fois qu'on t'appelle dans l'oreillette, hop, tu siffles, tu vas voir la vidéo, tu fais ton avis. C'est sûr que des fois, ce sera la prestation humaine. Franchement, des fois, je veux dire, le foot, c'est pas noir, pas blanc sur les règles. Hein. Il y a des règles, des fois, ce sera à la prestation. Mais au moins, Bah, ce sera notamment la les prestation. mains, notamment les mains, on sait que la règle elle est toujours la même, c'est Elle est floue. Hein. l'intentionnalité qui doit être jugée. Est-ce que la main est intentionnelle ou non? Bah, voilà, il y a quelques éléments qui Mais permettent de le dire. Est-ce que le joueur est loin du ballon? Est-ce qu'il écarte les bras? Est-ce que voilà. Mais il faut ça les faire reste comme en dans effet FIFA. l'appréciation de l'arbitre. Il faut On les a faire comme dans FIFA et mettre on a les temps compris fous. PA que la VAR et toi sur ces huitièmes de finale ça faisait deux. Je veux simplement conclure là sur ce match Juve Atlético en évoquant un point qui fait que l'Atlético aussi a perdu ce match. Selon moi, c'est l'absence de Lucas Hernandez sur le côté gauche et de Philippe Luis aussi. Philippe Luis qui fait que c'est le Juan Fran qui a joué à gauche. Et Juan Fran, je Ouais. sais pas, il a bien dépassé ses 35 ans, hein, et il tient à peine debout, le pauvre, quoi. En plus, d'habitude, il est arrière droit, là, on l'a mis arrière gauche. Arias à droite, c'était pas non plus une grande réussite, et ils ont été les deux latéraux, mais complètement dépassés tout le match. Et en fait, c'est ça aussi qui a permis à la Juve de gagner. Les centres, ils ont été répétés, parce que sur les côtés, c'était charrette du côté de l'Atlético, quoi. Surtout qu'ils ont ils ont les joueurs pour mettre de l'impact dans l'axe et ils ont mis de la densité dans l'axe. Ils ont voulu absolument fermer l'axe, oui, mais sur les côtés, c'était pas ça. Et donc la Juve en a profité pour gagner 3-0 et passer en quart. On va passer au quart de finale d'hier. Commencer juste par Bayern-Liverpool, comme ça on clôturera avec Lyon. Bayern-Liverpool, bah, on avait réussi nos pronostics la dernière fois, puisque après le 0-0 du match aller, on était trois sur le podcast à dire que Liverpool avait de bonnes chances de passer parce que bah, les buts à l'extérieur, quoi. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Victoire 3-1, euh, doublé de Sadio Mané, qui est en pleine forme en ce moment. Guillaume l'avait critiqué sur le podcast d'avant, parce qu'effectivement, sur le match aller, il avait été très inefficace. Et ben sur match retour, il s'est bien rattrapé. Il marque un super premier but où après avoir dribblé Neuer, qui d'ailleurs était parti, on ne sait où, je sais pas, il était allé cueillir un truc, des champignons, je sais pas, mais il était plus dans le but, quoi. Je sais pas où il est parti. Il y avait deux défenseurs encore. Lui, il s'est dit qu'il allait sortir jusqu'à ses 16 mètres. J'ai toujours pas compris. Bref, revenons sur Mané. Il joue très bien le coup parce que d'abord il élimine le gardien et après il a encore l'intelligence de piquer son ballon parce qu'il y a deux défenseurs munichois qui sont encore là pour contrer si jamais et il arrive à les lober. Et même après l'égalisation du Bayern sur un but contre son camp de Matip, qui avait déjà failli en marquer un contre son camp au match aller, ça s'était pas joué à grand chose. Bah, Non, il a mais il avait récidivé sur gagné. le match retour, du coup, hein, Joël Matip. Vivement pour Liverpool que les autres défenseurs reviennent, en particulier Lovren et Joe Gomez, parce que Matip, oh là là, c'est quand même limité hein, en Ligue des Champions. Et donc, même quand le Bayern a égalisé, bah, on les a pas sentis revenir dans le match, quoi. Cette équipe, moi, m'a énormément déçu sur ce que j'ai vu du match. Je les ai trouvés apathiques. Je les ai trouvés presque comme le Manchester United du Parc des Princes. C'est même pas qu'on peut dire qu'ils ont eu une stratégie particulièrement défensive ou quoi. C'est juste que cette équipe, bah, elle a pas spécialement d'identité, en particulier sur ce match-là. Je pense que Tolisso leur manque parce qu'il manque de relais entre le milieu de terrain et l'attaque. Rames a joué très très bas hier et bah c'est sûrement pas là qu'il est le meilleur. Hein. Là où Tolisso fait du box to box, mais Rames il a pas cette capacité de faire des grandes courses et de passer le milieu. Surtout que face à lui, faut dire qu'il avait Milner, Wijnaldum, Fabinho. C'est quand même pas des rigolos au milieu de terrain à Liverpool. Défensivement ça tient choc.
Et puis offensivement, Ribéry a tenté beaucoup de choses. Il a été très actif sans être efficace. Gnabry, on va dire un peu pareil. Lewandowski, bah, il n'y a pas eu beaucoup de ballons à négocier. Bah, Voilà. pareil, hein, de toute façon, on parlait de la fin d'une ère c'est la fin d'une ère clairement au Real Madrid. Enfin, au Bayern Munich, je veux dire. Robben, Ribéry, Lewandowski sont non plus la superbe qu'ils pouvaient avoir il y a 2-3 ans, quand le Bayern en et ça se sent. Donc, du coup, pareil, il y a eu deux traitements bons, des jeunes prometteurs, mais qui ont besoin encore de une ou deux saisons pour vraiment être au top de leur niveau et le Bayern revient parce que le Bayern, je trouve, a bien assuré l'assure correctement la transition, mais il y aura forcément une saison ou peut-être deux où ce sera compliqué Bah, avec des blessés comme je pense quand même ils vont tenter des choses cet été. Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge l'ont dit. Le Bayern va être probablement plus offensif sur le marché des transferts cette année. Je les attends aussi peut-être tenter quelques coups. Qui sait? Voilà, qui oui, sait. oui, ça m'étonnerait pas. Hein, ça parle de par exemple, Hernandez qui rejoindrait Pavard. Ça parle beaucoup de Hernandez justement au Bayern, donc ça peut être peut-être une bonne chose. Il y a déjà pas gagné, donc on verra comment ça va évoluer. Je suis assez confiant Tiens, à sur ce ce sujet-là par rapport. du Bayern et du Real, tu faisais le parallèle entre les deux clubs. Je Mm. suis allé fouiller un peu dans les archives de la Ligue des Champions parce que je me suis dit quand même ces huitièmes de finale ils sont quand même assez extraordinaires cette édition où on n'aura ni le Bayern ni le Real en quart. Waouh, on s'y attendait pas. Je suis allé fouiller un peu donc il faut remonter à la saison 2010-2011 pour voir le Bayern absent en quart de finale de la Ligue des Champions. À la saison 2009-2010 pour voir le Real absent, c'était l'année où ils ont été éliminés par Lyon et le fameux but de Miralem Pjanic dont les Lyonnais se souviennent et puis après Lyon est allé jusqu'en demi-finale face au Bayern justement. Mm. Et pour que le Bayern et le Real soient absents en même temps des quarts de finale de la LDC, il faut remonter à 2007-2008, donc il y a 11 ans pour voir ces deux clubs absents en même temps de la Ligue des Champions. C'était aussi une année où, bah, comme cette année, on a quatre clubs anglais en quart. Donc voilà, les parallèles intéressants à faire, mais pour dire que effectivement, les cycles victorieux de ces équipes ont duré quand même une décennie. Et voilà, maintenant elles touchent à leur fin. Encore sur ce match d'hier, bah, le Bayern, voilà, on a parlé des cadres qui sont sur la fin. Je pense que Neuer n'est plus le Neuer qu'on connaissait en 2014 non plus. J'en ai parlé sur le but qu'il prend. Euh, Il y a même Hummels qui est pas au top. Joachim Löw l'a écarté récemment de la sélection. Sur le but de Van Dijk, le deuxième but de Liverpool, le défenseur néerlandais monte beaucoup plus haut que lui, un peu à l'image du but de Ronaldo en fait. Hein, c'est un but sur corner, détente sèche, superbe saut de Van Dijk qui domine la défense du Bayern et qui va catapulter un coup de tête dans le but de Neuer. Et bah finalement, Liverpool a clairement mérité sa victoire, hein, 3-1 à Mm. l'extérieur à l'Allianz Arena et ils n'ont pas spécialement été inquiétés, ils ont maîtrisé quoi. Mm. Allez, Oui, oui, c'est ça. dernier Et je pense, match. Vas-y, tu moi, voulais finir. un dernier mot, je pense que Liverpool, moi, tu vois, par exemple, des quatre clubs anglais, c'est Liverpool que je mets une pièce comme un des potentiels favoris aujourd'hui. Quoi. Je trouve que Ouais. ils ont gardé la même ossature quasiment que l'année dernière et l'année dernière, c'est déjà très fort. Alors, Ben, on cette en année, reparlera sur la fin du podcast ouais, ouais, peut-être. on parlera sûrement, oui, mais On passe à Barcelone-Lyon. ouais. Je te laisse un peu raconter le match en quelques mots. En quelques mots, euh, une domination barcelonaise, évidemment. 20 premières minutes assez difficiles. Déjà, Lopez fait deux beaux arrêts. Et après, un penalty très, très, très litigieux, voire pas du tout, en fait. Euh, Tout le monde est unanime. J'ai vu personne me dire, après avoir revu les images, qu'il y a penalty. Et c'est rare dans le football que ce soit unanime comme ça. Mais c'est sûr, il y a pas penalty. Donc, à vitesse réelle,
c'est sifflable. C'est sûr et certain. Maintenant, on a la VAR, on a un qui est la VAR, qui doit nous permettre de dire qu'il n'y a pas penalty. Mais la VAR n'a pas dit qu'il n'y avait pas penalty. La VAR a marché, d'après ce que dit l'UEFA, la VAR a marché. Mais moi, ça m'embête un peu quand même qu'une décision pareille, 12 secondes, alors que une autre décision où la VAR a été fait appel dans le match a duré 5 minutes. Je me dis quand même, il y a un truc qu'on nous dit pas. En tout cas, but sur penalty. Évidemment, c'est Suarez qui s'était jeté, hein, on le connaît bien. Donc 1-0. Rapidement après le but du 2-0 parce que la défense lyonnaise n'était pas du tout en place et ils se sont fait bouffer par un faucon orienté. Ils ont voulu défendre haut et défendre haut face à une équipe comme ça, il faut avoir la pointe de vitesse que Denayer peut avoir, ok, mais Marcelo et Marsal, ils n'ont pas la pointe de vitesse et la vivacité pour pouvoir suivre des attaquants comme Suarez, Coutinho ou Messi. Donc c'est compliqué. Donc 2-0 rapide à mi-temps. Le 2-1 arrive dans un temps où Lyon n'est pas trop mauvais. On peut dire que Lyon aura joué bien pendant 20 minutes sur les 180 minutes des deux matchs. Lyon n'est pas trop mauvais. Lyon enfin, je veux dire, un peu plus le ballon et sort un corner avec un cafouillage du Catouzard la met au fond. Donc 2-1, on se dit que là tout est possible. Souvent à 2-0, le troisième but est décisif. Mais pas du tout parce que Lyon va vouloir, en poussant, Lyon s'est rencontré trois fois après pour finir le match à 5-1 avec notamment un but de Messi et 2 passes décisives somptueuses. Donc 5-1, Lyon a été en photo et il est passé, mais j'ai pas parlé aussi, mais dans la première vingtaine de minutes, il y a Lopez qui se blesse aussi, où il a une commotion cérébrale suite à un contact avec Coutinho. Et ces deux faits de match entre le penalty et Lopez, ça joue, je pense, sur le moral des Lyonnais. Et ça fait que après le résultat est celui-là qui arrive, mais Bah, c'est clair que très tôt dans le match, tout le sort a été contre eux, quoi. Comme tu dis, le penalty plus ça, les sorties de je Lopez, veux dire, ça fait beaucoup. Après, ça fait beaucoup. il faut pas Ils non ont plus beaucoup d'excuses, que ça. non, non, ils ont pas été bons, mérités de passer ou quoi que ce soit. Ce but, c'est déjà un exploit. C'est déjà un exploit qu'on n'ait plus pendant ce match, y croire un quart d'heure. Je veux dire, il y a eu un quart d'heure où, même à la 65e, 20 minutes même peut-être, on y a cru. Et ça, c'est déjà fou. Mais au vu du match entier, même je veux dire, Lyon a quand même pas eu de chance, quoi. Je veux dire, sur par rapport à ce penalty, à l'aller, il touche la barre. Et des fois, le foot, ça joue à pas grand-chose. Mais sur ce coup-là, ça aurait été un gros hold-up de battre Barcelone, parce que ce Ouais, parce que Barcelone-là, quand même, honnêtement, il en manquait trop. Tu parlais de Marcelo et Marsal, ils ont été complètement dépassés. Il y avait la tactique de Genesio, si on fait un peu l'analyse tactique du match, qui était en soi pas mauvaise sur le papier, dans le sens où les 3 ou 4 adversaires qui ont battu le Barça cette année ont joué avec une défense à 3. Donc il l'a fait aussi. Dans le sens où on en avait parlé au match aller, les joueurs sur les couloirs avaient été abandonnés, notamment Léo Dubois à droite. Il était tout seul pour défendre et les montées de Jordi Alba et les attaquants adverses, en particulier Dembélé. Cette fois, euh, Genesio a pris le parti de mettre en place un 1 contre 1 sur le côté, voilà, sachant qu'il y avait pas spécialement d'ailier hein, à Barcelone, ça jouait en 4-4-2 en losange, avec Messi en 10 et Coutinho Suarez devant. Donc il a choisi de renforcer l'axe avec ses 3 défenseurs pour bloquer Messi, Coutinho, Suarez et de laisser Dubois en 1 contre 1 face à Jordi Alba. Et pareil pour Mendy avec Sergi Roberto. Sauf que finalement, ouais. ils ont quand même été obligés Dubois s'est retrouvé trop haut par rapport à ce qu'il devait. Il a été pris un peu dans son dos parfois. Jordi Alba n'est pas monté tant que ça. Le Barça avait un peu anticipé, je pense, et c'est moins appuyé sur ses latéraux qu'au match aller. Finalement, comme tu dis, il y a eu aussi des problèmes individuels.
On était content que Marcelo soit de retour parce qu'il avait été un peu touché contre Strasbourg ce week-end. On était content qu'il puisse jouer, mais au final, ça a été catastrophique, quoi. Il a été dépassé, mais alors tout le match. Voilà, ça fait partie des faillites individuelles. Offensivement, que dire? Quelqu'un a vu Memphis Depay peut-être? Moi non. Vraiment, si vous cherchez dans le dictionnaire la définition d'efficacité, je pense que dans antonyme, on devrait mettre Memphis Depay, quoi. Moi, j'ai été atterré encore sur ce match-là de ce qu'il fait. Autant vous voyez que Fekir et Dembélé ont un certain abattage. Mais attends, Euh, mais c'est pour attirer. Ah, attends. Il est présent. Ouais, Il est présent dans t'as les. été coupé, PH, tu peux juste répéter ça? C'est pour attirer l'œil des grands clubs dans les grands matchs. Ouais. Bah, les grands matchs, pour l'instant, on n'a pas vu de paille. Non, bah, c'est ironique, là, évidemment. Donc ouais, voilà, offensivement, ils n'ont pas proposé grand-chose. Fekir était pas forcément à son top niveau non plus, hein. Il faut dire ce qui est, c'était pas son top niveau. Il a été obligé, comme on le disait avec les joueurs de l'Atlético, de faire du travail défensif qui l'a peut-être aussi un peu pénalisé. Il s'est retrouvé un peu trop bas. Une seule individualité à souligner, ce serait peut-être Ndombele qui a fait un bon match au milieu de terrain, je trouve très bon à la récupération et qui a essayé de jouer vers l'avant. Il a au moins eu le mérite de mettre un petit coup de boost de temps en temps aux actions lyonnaises. Voilà, Tanguy Ndombele qui a marqué des points auprès de certains grands clubs européens, je pense, sur ce Ah oui, match-là encore. oui, Ndombele, oui, clairement. Je serais surpris qu'il soit encore lyonnais à l'époque. Mais parce que il a sur... Tout le monde, beaucoup de gens crient au de pas qu'on n'ait pas vu Aouar. Moi, je trouve ça entre guillemets presque normal parce que Aouar il était vraiment pas bon ces derniers temps. Touzard apportait quand même la solidité au milieu. Il a pas été bon du tout à la relance et a fait beaucoup d'erreurs techniques. Mais, euh, mais au moins, il a apporté un physique et c'est ce qu'on avait besoin pour ce match-là plutôt Et qu'Aouar, puis il je pense. fallait aussi essayer de gêner Arthur Melo au milieu de terrain, le Brésilien qui était revenu. On avait parlé au match aller, on avait dit qu'il avait beaucoup manqué. Ça s'est vérifié sur le retour parce qu'il a quand même assez bien fluidifié le jeu des Blaugrana. Donc voilà un joueur intéressant aussi du côté de Barcelone, ce Arthur là. Ah oui, oui, c'est clair qu'il fait une ouverture Ouais, du sur les. coup en une phrase sur ce match, on va conclure. On va dire que tout simplement il en manquait trop à Lyon. Le Barça, c'était un cran trop haut. Ils ont rivalisé sur 90 minutes à Lyon quand le Barça s'est montré inefficace offensivement. Cette fois, le Barça était beaucoup plus efficace et puis ça s'est soldé par un score lourd quand même parce que il y a 3 buts qui arrivent en toute fin de match. Hein, donc dans ce sens-là, on peut dire que ça reflète pas forcément. On l'a dit, il y a les coups du sort, ce penalty, la sortie de Lopez. Gorgelin n'est pas un mauvais gardien, mais quand même sur le troisième but, il est un peu fautif. À mon avis, il devrait avoir la main plus ferme. Il doit pouvoir la sortir. Je pense que Lopez l'aurait sorti. Ça fait Ah oui, partie non, non, mais là, ça fait partie du foot, ce genre d'événements contraires. Et puis c'est aussi un peu quelque part ce qui fait le mythe des grands clubs, c'est de voir ce genre de choses tourner en leur faveur. Je vais être un peu provocateur en disant que quand on parle d'arbitrage, ça tourne quand même assez souvent en ah faveur bah de Lyon ce était genre de très grands fort. clubs, ce que n'a pas Paris, ce qui différencie C'est aussi ça. Paris Lyon, des grands clubs. Voilà, est-ce que c'est un peu exagéré ce que je dis, hein, mais est-ce que la main de Kipembe, si c'est Piqué qui l'a fait dans les mêmes circonstances, on lui siffle? J'en suis pas persuadé. Voilà, c'est le genre de petites choses qui font aussi ce sport. hein, d'accord. Les clubs français sont encore arbitrés comme des petits. Et ça pêche souvent en défaveur des petits. Donc, Ça fait déjà 54 minutes qu'on est sur ce podcast. On va le conclure en se projetant vers les quarts de finale. Comme je l'ai dit en introduction, on n'a pas encore le tirage, hein, ça sera demain pour nous. Donc évidemment, Ligue des Champions, tout dépend du tirage. Maintenant, si on avait des semblants de pronostics à faire, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que, en termes d'effectifs purs, si on parle vraiment uniquement des effectifs qui sont présents sur les 8 équipes qui sont là, il y en a 4 selon moi qui se dégagent, c'est les 4 qui sont qualifiés cette semaine.
c'est-à-dire la Juventus, Manchester City, euh, Barcelone et Liverpool. Ouais, je suis tout d'accord avec toi. Vraiment, ouais, voilà. Si je devais peut-être en garder moi, tu vois, par goût et par effectif aussi par rapport à tout, je garderais Liverpool et la Juventus. Mais sinon, tu as raison. De toute façon, Ajax Porto, c'est forcément un peu plus faible. Manchester United, on l'a vraiment vu ses limites. Donc ces trois-là sont plus faibles. Lequel il me... T'as été coupé. Allô. Ouais, t'as été coupé un peu. Vas-y, tu peux juste répéter ta Oui, dernière phrase? je disais que bah, Manchester United et Porto et Ajax, c'est quand même plus faible. Tottenham, c'est pas non plus, c'est aussi un peu en deçà des quatre. Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et moi, là, aujourd'hui, je mets une petite pièce. J'aimerais bien, si le tirage me permet, la finale que je souhaiterais, ce serait un Liverpool-Juventus. Parce que je trouve que c'est deux équipes qui produisent quand même du beau jeu, quoi. Alors, je dirais juste pour compléter un peu tout ça, oui, si j'ai un nom à donner, c'est celui de la Juventus peut-être, parce que Ronaldo, Voilà, hein. parce que j'avais, comme je l'ai dit, pas mal misé sur l'Atlético et que quand j'ai vu ce match, cette double confrontation, je me suis dit que il y avait quand même pas mal de chances pour que je sens que le vainqueur était celui, pour moi ça aurait dû être la finale quoi. Ce jeu Atlético, je le voyais comme une affiche de finale et je pense que là la Juve a fait déjà une très bonne partie du chemin en sortant cette coriace équipe de l'Atlético. Pour compléter un peu l'analyse, je dirais que Manchester City et Liverpool vont probablement être freinés par leur lutte acharnée en première ligue. Il y a un point d'écart entre les deux pour le titre. On sait que pour les Anglais, la première ligue c'est hyper important. Du côté de Liverpool, ça va être le trophée que tous les fans attendent, plus que la Ligue des Champions. C'est la première ligue qu'ils veulent gagner. Est-ce que ça peut handicaper? Bah, peut-être, parce qu'il y a un moment, il va peut-être falloir faire des choix sur ce qu'on privilégie. On sait que la première ligue est un championnat qui demande beaucoup d'énergie. Il n'y a pas un week-end de repos, il y a du challenge tout le temps. Manchester United et Tottenham, du coup, sont un peu dans la même situation parce que eux, ils sont à la lutte. Pareil, acharnés avec Arsenal et Chelsea pour les places 3 et 4, qualificatives pour être des champions. Mais comme c'est entre guillemets que les places 3 et 4 et pas le titre qui se joue, est-ce que Tottenham et United peuvent pas aussi décider de tout miser sur la Ligue des Champions pour tenter, ben voilà, comme elle est ouverte cette année, qu'il n'y a pas de géant comme pouvait être le Real avant, et ben de tenter d'aller chercher cette Ligue des Champions, même s'ils ont quelques limites dans l'effectif, hein. Voilà, est-ce qu'ils peuvent pas tout miser là-dessus? Pourquoi pas? Ce qui pourrait Non, c'est vrai que relancer un t'as raison. peu. Le Parce que, Barça, il faut quand même pas le négliger parce que même si on voit aussi ses limites, ils ont le titre, eux, pour le coup, quasi, je dis bien quasi dans la poche en Espagne. Ils ont Messi, on a beaucoup entendu, c'est Ronaldo, Messi est encore très très fort. Ils ont ah oui, un bah, il a très bon montré, il a gardien montré. aussi, c'est le genre de choses qui peuvent compter de plus en plus quand on arrive dans les matchs importants. Donc voilà, je garde aussi Barcelone en tête. Voilà, forcément Ajax et Porto sont les petits poussés entre guillemets. Maintenant, ils peuvent aussi passer un tour de plus. Je pense qu'il y en a. Voilà, ce serait pas non plus une immense surprise d'en voir un des deux en demi, mais plus, je pense pas. Donc voilà, on a fait un peu l'état des lieux pour ces quarts de finale. Évidemment que beaucoup de choses vont dépendre du tirage au sort. C'est sûr que si on se retrouve avec un Juve Barça et City Liverpool, on analysera les choses différemment. Voilà, on en arrive à maintenant à 1 heure de podcast. J'espère que vous avez apprécié nous suivre, que vous continuerez à suivre la série de la guerre des étoiles sur CPI Sport. Nous, on prend toujours autant de plaisir à l'enregistrer avec vous. Ben voilà, on va se retrouver probablement pour les quarts de finale. Et on va se quitter Ouais. là-dessus. À bientôt sur CPI Sport. Et voilà, gros bisous à tout le monde. Salut. Allez, Rennes.